Ils ne m'ont pas licencié. Ils ont fait quelque chose de plus froid. Un lundi matin, mon nom avait disparu de toutes les invitations aux réunions, de tous les rapports, de chaque projet que j'avais construit. Mon bureau était toujours là, mais moi, je n'existais plus, du moins sur le papier. Ils ont remis mon titre à un nouveau visage et s'attendèrent à ce que je disparaisse en silence. Mais les titres ne dirigent pas une entreprise. L'influence, oui. Et l'influence, elle, me répondait toujours. Voici comment j'ai effacé un rival sans affrontement, sans avertissement, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il était impuissant. Si vous avez déjà été effacé au travail, abonnez-vous et racontez-moi en commentaire comment vous vous êtes défendu. Ils ne m'ont pas licencié. Ils m'ont effacé, mon titre, mon autorité, ma visibilité, balayée d'un seul geste silencieux. Ce lundi matin, le bâtiment paraissait inchangé, mais ma place en son sein avait disparu. Mon agenda était vide, ma boîte mail dépouillée de fils de discussion que j'avais dirigés pendant des années, ma signature manquante sur des documents qui autrefois ne pouvaient avancer sans elle. Le bureau d'angle gardait encore ses parois vitrées, mais la plaque portant mon nom avait été arrachée, comme si je n'avais jamais existé. Personne ne m'adressait la parole directement. Les regards glissaient nuls sur moi comme si j'étais devenu radioactif, un rappel vivant de ce qui arrive quand une entreprise décide que vous êtes un héritage encombrant. Dans mon fauteuil s'était installé Daniel Cross, l'homme qu'ils avaient couronné comme mon successeur. Sur son élégant écriteau brillait le titre de directeur des opérations et il affichait l'assurance de ceux qui n'ont jamais été mis à l'épreuve. Il paradait dans les couloirs comme s'il lui appartenait. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas protesté. Parce que je savais déjà ce qu'il ignorait. Les bureaux sont de la décoration, les titres du théâtre, et le véritable moteur du pouvoir ne se trouve pas dans une suite d'angles. Il vit dans les connexions invisibles, les validations discrètes, les signatures enfouies 3 niveaux plus bas, dans un processus que personne n'a le temps de remettre en question. Il pensait qu'en arrachant ma plaque, ils m'ôteraient tout contrôle, mais dans leur empressement à me remplacer, ils avaient oublié une vérité simple. On peut déplacer un corps d'un bureau en une nuit, mais l'influence, elle, met des années à être délogée. Et la mienne était toujours solidement en place. Daniel Cross est arrivé comme un acteur montant sur scène, avide des applaudissements qu'il croyait acquis. Il serrait les mains trop fort, riait trop bruyamment, et parlait avec ce ton poli de celui qui a appris un texte par cœur plutôt que de l'avoir vécu. Les dirigeants aimaient l'image, jeune, énergique, sûr de lui. Ils ont confondu performance et leadership, et cette erreur l'a installé dans mon fauteuil. Il se comportait comme si le seul bureau d'angle faisait de lui un homme puissant, comme si des parois de verre et un titre pouvaient plier l'entreprise à sa volonté. Mais moi, j'étais là depuis assez longtemps pour savoir. Le pouvoir ne réside pas dans l'écriteau sur la porte. Il vit dans la confiance accordée quand la pression monte, dans le premier numéro qu'on compose quand les délais menacent et que le sol tremble. Et ces appels, c'était toujours moi qui les recevais. J'observais Daniel avec attention. En réunion, il répétait du jargon sans substance, prenant des mots à la mode pour une vision. Il microgérait des détails futiles, tout en manquant les schémas plus larges. Quand un problème surgissait, il le transmettait vers le haut au lieu de le résoudre, espérant que son titre masquerait son inexpérience. Je ne l'ai pas corrigé, je ne l'ai pas confronté. Pas besoin. Plus il s'appuyait sur les apparences, plus il devenait évident pour tous que la substance manquait. Le personnel souriait poliment à ses discours, mais m'apportait ses vraies préoccupations. Les fournisseurs répondaient à ses questions, mais attendaient ma confirmation. Il croyait incarner l'autorité, alors qu'en réalité, il empruntait une crédibilité qui ne lui avait jamais appartenu. Et le pouvoir emprunté finit toujours par s'épuiser. Je savais qu'il aurait été insensé de foncer sur Daniel de front. La redirection exige de la patience, et la patience commence par la reconnaissance. Alors j'ai observé, j'ai écouté, j'ai tracé les voies de la confiance et des responsabilités dans l'entreprise comme un cartographe dessine un réseau fluvial. Il ne m'a pas fallu longtemps pour voir qui se tournait encore spontanément vers moi et qui avait déjà déplacé son regard vers le titre flambant neuf de Daniel.
La coordinatrice financière, par exemple, m'envoyait toujours les chiffres préliminaires avant de les figer dans les rapports officiels. La responsable RH passait le pas de ma porte avec des questions sur des politiques qu'elle n'osait pas écrire noir sur blanc. Même les représentants des comptes fournisseurs, ces professionnels aguerris capables de flairer la faiblesse à travers une simple conférence téléphonique, commençaient encore par « Claire, je voulais d'abord valider ça avec vous. » Chacune de ces interactions était une donnée, un signal sur l'endroit où l'influence réelle résidait encore. Et l'influence, contrairement au mobilier de bureau, ne se réattribue pas du jour au lendemain. Daniel, lui, paraissait totalement inconscient des vides sous ses pieds. Il passait des heures à préparer des présentations PowerPoint pour des dirigeants qui ne les lisaient pas, à mettre en scène des discours motivants qui laissaient le personnel plus confus qu'inspiré. Il prenait les applaudissements en réunion pour de l'autorité. Moi, j'y voyais du théâtre. Mon travail à moi était plus discret. Je suivais les flux d'approbation dans les systèmes internes, notant quels documents continuaient d'arriver sur mon bureau pour signature, par simple force d'habitude. J'observais les assistantes trier leurs courriels et je remarquais que, d'une manière ou d'une autre, les demandes urgentes finissaient encore chez moi. Je parlais peu, je demandais moins encore, et j'absorbais tout. Chaque confirmation était une maille de plus dans un filet qu'il ne voyait même pas se tisser autour de lui. Daniel croyait consolider son pouvoir. En réalité, il le perdait. Appels non retournés après appel, courriel sans réponse après courriel, détails manqués après détails manqués. À la fin de mon premier mois de retour, j'avais une carte mentale de l'entreprise plus précise que n'importe quel organigramme. Elle me montrait exactement qui me faisait confiance, qui redoutait la rupture et qui se contentait de suivre la voie la plus autoritaire du moment. Avec cette carte en main, je n'avais pas besoin d'attaquer Daniel. Il me suffisait de rediriger le courant. L'influence coulait déjà vers moi. Il ne restait plus qu'à s'assurer qu'elle ne retourne jamais vers lui. Le secret n'a jamais été de donner l'impression que je reprenais le contrôle, mais de sembler rendre service. Je couvrais ses absences lorsqu'il manquait un appel, je signais les dossiers qui traînaient trop longtemps sur son bureau. Je clarifiais les consignes lorsque ses directives semaient ancrir la confusion. Rien de tout cela ne paraissait menaçant, du moins pas en surface. Pour l'équipe, c'était pratique. Pour Daniel, c'était invisible. Peu à peu, le flux des responsabilités s'est infléchi vers moi. Des validations qui exigeaient autrefois son nom arrivaient désormais d'abord sur mon bureau, justifiées par un simple « pour faire avancer les choses ». Les coordinateurs, lassés de ces réponses vagues, m'envoyaient leur brouillon avant même de l'inclure, sachant que j'allais lever le brouillard. Au départ, je présentais cela comme temporaire, un soutien en attendant qu'ils trouvent ses marques. Mais on s'habitue vite à l'efficacité. Une fois qu'ils ont vu à quel point les rouages tournaient mieux, personne ne voulait revenir à l'engorgement. C'est ainsi que la redirection a commencé, non par la force, mais par la préférence. Ensuite, je me suis déplacée vers l'information. Les rapports, mises à jour et changements de fournisseurs passaient d'abord par moi avant d'atterrir sur son bureau. Je les réduisais, les polissais et lui envoyais des résumés, tout en gardant les détails bruts pour moi. Il avait l'air préparé devant les dirigeants, mais la base de sa préparation vivait chez moi. Et à chaque ajustement, à chaque raccourci, l'écart se creusait. Même son assistante s'y est mise, glissant des dossiers sur mon bureau lorsque ses retards menaçaient les échéances. Elle ne le trahissait pas, elle survivait. Avec le temps, elle a cessé de s'excuser et a commencé à me traiter comme le véritable point de passage. C'est à ce moment-là que j'ai su que le courant avait complètement changé. Je n'avais pas besoin de bruit ni d'attention. Il me suffisait de rester solide pendant qu'il trébuchait, et bientôt, tout le monde suivrait le courant que je contrôlais. À la fin du trimestre, Daniel portait encore le titre, mais c'était à moi qu'il faisait armer de confiance pour maintenir la machine en marche. La redirection était accomplie, et il n'avait rien vu venir. Au moment où le printemps est arrivé, le courant d'influence circulait en moi avec une telle régularité que le rediriger était devenu un réflexe. Ce qui avait commencé comme une couverture utile s'était transformé en attente incontestée. J'étais celle qui validait, qui confirmait, qui donnait le feu vert.
Daniel paradait encore, occupait toujours le bureau avec la meilleure vue, mais les artères de l'entreprise ne battaient plus en lui. Elles battaient en moi, discrètement, efficacement, sans relâche. La phase suivante ne consistait plus à m'insérer, mais à m'assurer qu'aucune décision, grande ou petite, ne pouvait me contourner. Cela exigeait de resserrer chaque fil jusqu'à ce que le filet autour de lui devienne invisible mais absolu. J'ai commencé par les projets. Chaque initiative majeure comportait des dizaines de validations et je veillais à ce que chacune porte ma marque. Si un chef de projet avait une question, j'y répondais avant que Daniel n'en entende parler. Si une échéance approchait, c'était vers moi que l'on se tournait pour trouver des solutions. Rapidement, quand les dirigeants demandaient des mises à jour, les responsables commençaient naturellement par mon nom. Daniel restait officiellement le point de contact, mais en pratique, c'était mon autorité qu'il reconnaissait. Sa boîte mail n'était plus qu'un théâtre d'irrélevance. Les informations importantes n'y arrivaient plus. Elles atterrissaient dans la mienne, alimentées par l'habitude, la confiance et le désir d'éviter ses retards. Son assistante est devenue mon complice malgré elle. Elle avait compris que me mettre en copie d'emblée lui épargnait des heures de chaos. Claire s'en occupera, était devenu son mantra discret, murmuré en déplaçant des piles de travail vers mon bureau. Ce n'était pas de la trahison, c'était de la survie. Elle voyait Daniel tel qu'il était, bruyant, indécis, instable. Elle me voyait telle que j'étais, constante. Les gardiens des portes choisissent toujours la stabilité plutôt que le spectacle. Bientôt, même son agenda passait par mon bureau. Je savais où il serait, qui il rencontrerait et ce qu'il pensait discuter, bien avant lui. Cela me donnait le pouvoir de façonner les résultats en amont, de m'assurer que les conversations étaient déjà tranchées avant qu'il n'ouvre la bouche. Je ne le contredisais jamais en public, je n'en avais pas besoin. Quand il parlait, la décision réelle avait déjà été prise ailleurs. Il répétait des conclusions que d'autres croyaient être les siennes, mais qui étaient les miennes depuis le début. Voilà toute la beauté de la redirection. Il croyait diriger. Tout le monde savait le contraire, même si personne ne l'avouait. Le contrôle de l'information n'était que la moitié du jeu. L'autre moitié, c'était la loyauté. L'influence ne dure pas sans elle. Alors, je la cultivais soigneusement. Quand une coordinatrice, épuisée par des délais manqués, venait me voir, je ne la réprimandais pas. Je l'aidais à établir un plan de rattrapage. Quand le responsable informatique craignait des dépassements de budget, je le guidais juste assez pour apaiser ses inquiétudes. Quand l'équipe finance restait tard, j'apportais du café, je m'asseyais avec eux, révisais les chiffres ligne par ligne. Ces gestes n'étaient pas de la gentillesse, ils construisaient un écosystème où la confiance gravitait naturellement autour de moi. Daniel ne voyait pas cette orbite se déplacer, parce qu'il n'avait jamais pris la peine de regarder sous la surface. Pour lui, le personnel était une foule à commander, pas un réseau à cultiver. Il voulait des applaudissements, pas de l'allégeance. Alors l'allégeance a dérivé vers moi. À la fin du trimestre, il entrait en réunion convaincu de tenir la barre. Il ne réalisait pas que le gouvernail n'était relié à rien. J'avais coupé les fils depuis des mois, redirigeant en silence chaque chaîne de commandement, chaque flux de confiance, chaque courant d'autorité, jusqu'à ce que son titre ne soit plus qu'une plaque de laiton sur une porte. Son empire était creux, et il en fut le dernier averti. La chute de Daniel ne s'est pas produite en une seule humiliation éclatante. Elle est arrivée par couches, subtiles d'abord, comme le déplacement silencieux d'une marée. Il entrait en réunion, son classeur de notes à la main, persuadé de diriger la discussion, et découvrait que les échanges avaient déjà avancé sans lui. Au moment où il abordait le deuxième point de son ordre du jour, la moitié des décisions étaient déjà prises. Le personnel lui jetait un regard poli, mais se tournait vers moi pour obtenir des éclaircissements. Ce n'était pas de la rébellion, c'était de l'instinct. On se tourne naturellement vers l'endroit où réside la compétence, et ce n'était pas chez lui. D'abord, Daniel tenta de s'imposer en parlant plus fort, en martelant ses idées, en lançant des phrases qui sonnaient, à ses oreilles, comme décisives. Mais chaque déclaration s'effondrait quand les questions de suivi révélaient ses lacunes. Il n'avait pas la profondeur nécessaire, et l'équipe le savait. Je ne l'ai jamais contredit directement. Ce n'était pas le but de ma stratégie.
J'apportais des réponses discrètes quand on me sollicitait, comblant le vide qu'il laissait, sans donner l'impression de le défier. Chaque semaine, le contraste se renforçait, son vacarme contre mon calme, sa mise en scène contre ma précision. Bientôt, même les dirigeants commencèrent à le remarquer. Un directeur sans réponse devient un poids mort, et Daniel en devenait un plus vite qu'il ne l'imaginait. Son assistante, autrefois son appui, avait déplacé toute sa loyauté vers moi. Elle déposait désormais ses piles de documents, d'abord sur mon bureau, certaine que je les traiterais sans délai. Quand les fournisseurs réclamaient des validations urgentes, ils le contournaient complètement et me copiaient directement. Daniel croyait que son nom faisait autorité, mais dans chaque recoin de l'entreprise, ce sont mes initiales qui faisaient avancer les projets. Il sentait le glissement, mais ne pouvait l'arrêter. Plus il s'acharnait à retrouver de la pertinence, en convoquant des points rapides, en exigeant des mises à jour, plus il devenait évident qu'il courait derrière une partie déjà jouée. Il n'était plus le centre de gravité. Il orbitait autour d'un système qui n'avait plus besoin de lui. Voilà l'essence d'une autorité creuse. Porter le titre sans la confiance, occuper le bureau sans contrôler le courant qui le traverse. À la mi-été, Daniel restait officiellement directeur des opérations. Mais ce rôle n'était plus qu'un théâtre. Il parlait et personne n'écoutait. Il signait des documents que plus personne ne considérait. Il se présentait et le travail avançait comme s'il n'était pas là. Je n'ai pas eu à lui arracher son autorité par la force. Il me l'a remise pièce par pièce, simplement en échouant à la porter. Et une fois que l'autorité s'échappe ainsi, il n'existe aucun moyen de la reprendre. À l'arrivée de l'été, la présence de Daniel au bureau ressemblait à un bruit de fond, une gêne que l'on tolérait sans jamais s'y fier. Il portait encore ses costumes impeccables, parlait toujours d'une voix tonitruante qui avait jadis convaincu les dirigeants qu'il était une étoile montante, mais ce son n'avait plus de poids. On l'entendait sans l'écouter. On hochait la tête à ses mises à jour, puis chacun retournait à son poste, là où les véritables décisions étaient déjà en marche, des décisions que j'avais façonnées des semaines plus tôt. L'autorité ne disparaît pas d'un seul coup, elle se défait fil par fil, jusqu'à ce que le tissu ne tienne plus. Daniel se défaisait, et moi, je tenais les ciseaux. Le premier signe de l'effondrement est venu lors de la revue trimestrielle. Debout à la tête de la table, il projetait des diapositives préparées par son assistante, polies mais creuses, remplies de chiffres qu'il comprenait à peine. Lorsqu'un membre du conseil posa une question précise sur une variation du budget opérationnel, il balbutia, fouillant dans ses notes, tandis que tous les regards se tournaient discrètement vers moi, assise à l'autre bout. Je n'ai pas accouru pour le sauver. J'ai laissé le silence s'étirer, assez pour piquer, avant de répondre calmement, avec précision, citant non seulement les chiffres, mais aussi le contexte qui les expliquait. Le conseil hocha la tête, satisfait, et la réunion continua. Daniel tenta de reprendre pied, mais le mal était fait. Il avait été exposé, non par sabotage, mais par vide. Le deuxième signe est venu de son équipe elle-même. Les chefs de projet cessèrent d'attendre ses directives. Ils venaient longs d'abord me voir, puis présenter leurs avancées, comme si Daniel les avait validées. Ils ne protestaient pas, car ils ne pouvaient rien prouver. Peu à peu, invisiblement, la chaîne de commandement s'était redirigée vers moi, et il était trop en retard pour rattraper. Même lorsqu'il essayait de s'affirmer, en exigeant des mises à jour, en s'invitant aux réunions, ses paroles rebondissaient à la surface. Les gens s'étaient adaptés au rythme de ma conduite, et tout le reste sonnait comme du bruit. Le troisième signe fut son assistante. Elle ne cachait plus sa préférence pour travailler avec moi. Un après-midi, je l'ai entendu dire à un fournisseur « Claire vous donnera la vraie réponse », sans la moindre excuse dans la voix. Daniel passait à ce moment-là, et j'ai vu son visage se tendre quand la vérité s'est imposée. Il n'était plus le filtre, il n'était même plus le messager. Il était devenu un obstacle que l'on contournait. Ce soir-là, la lumière de son bureau resta allumée tard, mais les appels qu'il passait restaient sans réponse. Le silence est le jugement le plus sévère au travail. Il dit « Nous n'avons plus besoin de toi ». En août, Daniel était devenu un fantôme dans son propre département. Il se montrait moins, évitait les points de suivi,
traînait dans son bureau en feignant d'être occupé. Quand il apparaissait, sa présence suscitait le malaise plutôt que l'autorité. On évitait son regard, non par peur, mais parce qu'on ne le reconnaissait plus comme quelqu'un qui comptait. L'influence l'avait quitté et il était le seul à prétendre que non. Il n'avait pas été licencié, et c'était là le plus cruel. Son badge fonctionnait encore, son titre figurait toujours sur le site internet, son bureau portait encore son nom. Mais quand il parlait, ses mots se perdaient dans le vide. Il n'était directeur que de nom, vidé de toute pertinence. Son effondrement fut silencieux, presque clément, mais total. Et j'avais orchestré chaque étape, non par confrontation, mais par redirection, jusqu'au jour où Daniel Cross ne fut plus un leader, ni même un adversaire. Il avait simplement disparu. Daniel n'est pas parti dans les flammes, il est parti dans le silence. Un jour, la lumière de son bureau est restée éteinte, sa chaise vide, sa plaque intacte. Aucune annonce, aucun mail d'adieu ne circula. Les gens remarquèrent à peine quand l'équipe d'entretien rangea ses affaires dans des cartons. Voilà la véritable conséquence. Pas de scandale, pas de gros titres, mais une disparition dans l'irrélevance. Pour moi, la victoire ne résidait pas dans le fait de prendre son titre, ni de prouver que je pouvais m'asseoir dans son fauteuil. Elle consistait à démontrer que l'autorité ne se donne pas en cadeau. Elle se gagne par des années de confiance, par l'épine dorsale discrète de l'influence qui ne disparaît pas quand on change une plaque de porte. Ma revanche n'a pas été bruyante, et elle n'a pas été totale. Elle a été juste suffisante. Assez pour qu'ils comprennent que parader sans substance s'effondre toujours sous son propre poids. Assez pour que je garde l'essentiel, la loyauté de ceux qui savent faire la différence entre le théâtre et le vrai travail. Et c'est là une leçon que je n'oublierai jamais. On n'a pas besoin de répondre à chaque affront par le feu. Parfois, le geste le plus puissant consiste simplement à rester immobile pendant que l'autre s'écroule de lui-même. Au final, Daniel n'a pas seulement perdu son poste, il a perdu l'illusion que les titres équivalent à l'autorité. Et moi, je n'ai pas seulement conservé mon influence, j'ai prouvé qu'un certain pouvoir ne peut pas être arraché, parce qu'il n'a jamais été écrit sur des murs de verre, ni sur des plaques gravées. Il était inscrit dans les personnes qui choisissaient, chaque jour, de me suivre moi plutôt que lui. Il pensait qu'en me retirant mon bureau, ma plaque et mon autorité, il mettrait fin à mon rôle. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que le véritable socle du pouvoir n'a jamais résidé dans le mobilier, ni dans le titre. Il se trouvait dans la confiance que j'avais construite, l'influence que j'avais gagnée, et la loyauté discrète qu'on ne peut pas redistribuer. Voilà la vérité que je veux que vous reteniez de mon histoire. Dans la vie, et tout particulièrement dans le monde du travail américain, on nous répète souvent que les titres nous définissent, que le bureau d'angle prouve notre valeur et que les promotions sont la reconnaissance ultime. Mais j'ai appris une réalité plus froide et plus juste. Un titre peut être attribué du jour au lendemain, mais l'autorité véritable exige des années pour se bâtir, et personne ne peut vous la voler si vous l'avez construite de la bonne manière. La vraie influence est silencieuse. Elle vit dans la confiance de ceux qui viennent vers vous quand tout va mal, dans les collègues qui s'appuient sur votre jugement, dans les équipes qui vous suivent parce qu'elles savent que vous les maintiendrez debout dans la tempête. Daniel a perdu non pas parce que je l'ai détruit, mais parce qu'il n'avait rien sur quoi se tenir. Son pouvoir était emprunté, le mien n'était acquis. Et la leçon ne porte pas seulement sur la revanche, elle consiste à comprendre où se trouve réellement votre levier dans la vie. Bâtissez la confiance avant d'en avoir besoin. Documentez votre valeur avant qu'on ne la remette en question. Et n'oubliez jamais que les voix les plus fortes s'éteignent souvent, tandis que les voix stables perdurent. La morale est simple. Vous n'avez pas toujours besoin d'un affrontement spectaculaire pour rétablir l'équilibre. Parfois, la revanche la plus affûtée, c'est la redirection. Laissez quelqu'un s'effondrer sous le vide de sa propre autorité pendant que vous avancez, avec la vôtre intacte. Comment commencer? Dès aujourd'hui. Notez 3 façons dont vous apportez une valeur invisible au travail, ces choses que personne ne remarque, mais qui font tourner la machine. Renforcez une relation avec un gardien ou un collègue qui vous fait confiance. Exercez-vous à prendre du recul en réunion et observez
où l'influence se circule réellement. Et vous? Avez-vous déjà dû lutter pour conserver votre influence ou vu quelqu'un tenter de vous effacer? Partagez votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous continuions à révéler ces vérités que tant de gens ignorent.